Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis pour discuter sur la place du multilatéralisme dans les relations internationales et j'ai le plaisir de recevoir Maya Candel qui est une historienne et experte des questions américaines, Manuel Lafont-Rapnouil qui est diplomate et directeur du Centre d'analyse et de prospective stratégique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et Édouard Simon qui est chercheur à l'IRIS sur les questions européennes. Manuel, on parle depuis quelques années de la rupture de la logique de multilatéralisme dans le monde. Le président Trump a fait des déclarations assez fracassantes. Quelles sont les menaces perceptibles sur le multilatéralisme aujourd'hui? On t'entend pas, Manuel? Alors effectivement, il y a cette tendance à penser que le multilatéralisme est en train d'être profondément remis en cause. Je pense qu'il y a deux raisons à cette remise en cause. La première, c'est que, pour être tout à fait honnête, on peut pas dire que le multilatéralisme ait toujours été très efficace. Et notamment, on peut considérer que il y a derrière ce problème d'efficacité une remise en cause d'une certaine vision de l'organisation des relations internationales. C'est tout le débat sur la fin de ce qu'on appelle l'ordre international libéral, c'est-à-dire est-ce que par exemple le libre-échange est la meilleure façon d'organiser l'économie mondiale, et est-ce que il y a un consensus suffisant autour par exemple des droits de l'homme, du droit international humanitaire pour réguler la façon dont les États se comportent entre eux, et y compris à l'intérieur de la société, de leur État. Et puis il y a un deuxième sujet, on en a un peu parlé dans la première partie, qui est une forme d'attitude un peu défiante de certaines puissances qui considèrent que le multilatéralisme leur impose des contraintes ou leur impose de compromettre sur leurs intérêts, là où ils considèrent qu'il ne faut pas qu'elles compromettent. Et ça se traduit effectivement par un certain nombre de situations difficiles, soit des institutions qui ont le plus grand mal à prendre des initiatives et à apporter des réponses à la hauteur des sujets et des crises. On peut penser par exemple au Conseil de sécurité, soit y compris des stratégies un peu plus compliquées qui soit consistent à se retirer de certaines organisations. On sait que l'administration Trump a considéré que l'OMS n'était pas crédible et n'était pas une aide à la gestion de la pandémie et a dit qu'elle allait s'en retirer. De même qu'elle s'était retirée par exemple de l'accord de Paris sur le climat. Alors la prochaine administration américaine a dit qu'elle reviendrait dans l'accord de Paris sur le climat et qu'elle ne partirait pas de l'OMS parce que les États-Unis n'avaient pas eu le temps d'en partir. Mais c'est quand même une tendance, des faits qui sont pas complètement, qui doivent pas complètement être écartés sous prétexte qu'il y a eu une alternance à la Maison Blanche, parce qu'on avait déjà vu ça avec des administrations républicaines précédentes aux États-Unis, et qu'il y a probablement quelque chose d'un peu plus profond et qui ne concerne pas que les États-Unis. Mais surtout, il y a aussi une autre forme de politique de puissance à l'intérieur du multilatéralisme qui consiste à créer ses propres institutions, des institutions parallèles ou en quelque sorte à avoir plusieurs fers au feu. Et donc, on voit cette remise en cause. En gros, quelles sont les tendances aujourd'hui pour le multilatéralisme? D'abord, on a je pense que c'est moins l'effacement du multilatéral en soi, même si effectivement il y a un certain nombre d'États qui préfèrent l'unilatéralisme ou le bilatéralisme parce qu'ils considèrent que c'est la meilleure manière pour eux d'imposer un rapport de force dont elles considèrent qu'il leur est favorable. Mais il y a aussi une évolution sur la façon de travailler collectivement, c'est-à-dire un multilatéralisme un peu plus formel, un peu plus nominal que substantiel. En gros, on fait des coalitions ad hoc sur un sujet précis avec un nombre d'États restreint. On n'institutionnalise pas, on cherche pas nécessairement à développer le droit international ou à développer des mécanismes pérennes. On traite un sujet et puis quand c'est fini, on passe à autre chose. Ça, c'est une première tendance. C'est une tendance, il y a toujours eu une forme de multilatéralisme informel, mais avant, elle nourrissait le multilatéralisme plus inclusif, plus universel, plus institutionnel. Aujourd'hui, dans certains cas, on voit des politiques qui cherchent à faire en sorte, au contraire, qu'elles s'autonomisent. La deuxième chose, c'est qu'on voit des visions différentes du multilatéralisme. Il y avait en quelque sorte une vision majoritaire, et puis aujourd'hui, cette vision est contestée, et donc on voit un certain nombre d'États dire mais nous, on n'a pas de problème avec le multilatéralisme, mais on considère qu'il faut un multilatéralisme différent.
Les Chinois, évidemment, sont ceux qui ont le discours le plus construit là-dessus. Et donc, on voit un multilatéralisme, par exemple, beaucoup plus sélectif dans le choix des engagements, beaucoup plus réticent au droit et à la contrainte que représente la règle de droit, avec une vision de la souveraineté et de ce que sont les affaires intérieures beaucoup plus stricte, beaucoup plus large, avec une forme de défiance sur toute forme d'implication, d'association de la société civile, et une très forte réserve sur l'idée de réciprocité, qui pourtant est un des piliers du multilatéralisme historiquement. Il y a une autre tendance qui est importante, qui est le rôle de la société civile dans le multilatéralisme. C'est pas nouveau, mais ça se développe et ça prend une importance croissante. Des fois parce que les États sont moins présents et donc on voit plus les acteurs privés. Par exemple, aujourd'hui, le deuxième bailleur de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une fondation privée, c'est la fondation Gates. Le premier, c'est les États-Unis. Le troisième et les suivants, ce sont aussi des États, mais le deuxième, c'est un acteur privé. Et puis, dans certains cas, parce que les acteurs privés eux-mêmes sont actifs, notamment sur les terrains où le cadre multilatéral n'est pas encore très construit. On peut penser évidemment à tout ce qui est numérique. Et puis, la dernière tendance qui s'est beaucoup développée ces années, c'est la mobilisation pour défendre le multilatéralisme, mais pas juste le défendre au sens de préserver l'acquis, défendre le statu quo, mais aussi pour prendre des initiatives, développer le multilatéral justement là où il n'est pas très construit encore, par exemple sur tout ce qui est la sécurité, la confiance dans le cyberespace, qui est un axe important, ou les histoires de taxation du numérique, et puis pour le réformer. Et notamment à la suite de la crise ouverte par la pandémie, il y a un certain nombre d'efforts pour réformer effectivement l'architecture mondiale en matière de santé, non pas dire que l'OMS ne sert à rien, mais dire que même si elle sert à quelque chose, elle peut probablement servir plus efficacement et qu'il faut améliorer la façon dont elle travaille. Merci Emmanuel. Edouard, l'Union européenne a été un acteur de l'intégration et du multilatéralisme, poussant notamment des débats très récemment avec Margrethe Vestager sur les questions de régulation, de règles internationales dans le domaine du numérique, par exemple. Quelle est ta position ? Oui, alors justement, enfin, l'Union européenne, c'est intéressant de comprendre que c'est le projet européen en soi, c'est déjà un enfant du multilatéralisme. C'est, quand on regarde même le traité européen, c'est une déclinaison aussi des traités multilatéraux et de l'ordre multilatéral post-Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a une philosophiquement, le projet européen s'inscrit dans un projet européen, dans un projet multilatéral, et ça reflète également, me semble-t-il, un fait qui est que le multilatéralisme est aussi plus favorable comme système, comme ordre international aux Européens que tout autre système. Pourquoi ? Parce que le multilatéralisme, c'est beaucoup basé, et ça a été souligné par Manuel il y a un instant, sur des négociations multi-acteurs, des négociations qui sont complexes et donc qui prennent du temps. Or, d'une part, la culture politique du multilatéralisme correspond bien à la culture politique européenne, mais d'autre part, on a ce temps long de ces négociations au niveau international qui laisse le temps à la fabrique de l'intérêt européen. Or, l'intérêt européen, c'est quelque chose qui met du temps à se fabriquer, c'est quelque chose qui met du temps à émerger, c'est quelque chose qui est le résultat également de négociations qui sont longues, qui sont complexes, qui se font à 27, et donc ça prend du temps à émerger. Et donc, nécessairement, un système multilatéral, c'est un système qui est plus favorable aux intérêts des Européens dans le monde, et objectivement, c'est une raison pour laquelle les Européens ont intérêt à défendre le multilatéralisme. Le risque que je vois pour les Européens, c'est alors ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce qui pourrait, ce qui parfois l'est, me semble-t-il quand même, dans certains discours de certains acteurs, c'est de s'enferrer en fait dans non pas dans une défense du multilatéralisme, mais dans une défense des institutions multilatérales et notamment de la place des Européens dans ces institutions multilatérales. Les institutions multilatérales ont été pour la plupart construites à une époque où les Occidentaux et les Européens occupaient une place qui était prédominante sur la scène internationale et ne reflète pas aujourd'hui, et ça je pense qu'il faut qu'on
le reconnaissent, les changements dans la distribution de puissance. Or, il y a certaines des revendications de certains acteurs qui peuvent être entendus aussi sur leur place dans ce système multilatéral. Donc, il peut y avoir un risque, me semble-t-il, pour les Européens de s'enferrer dans ce qui pourrait être juste la défense d'intérêts plus particuliers, ce qui serait pas une perversion, mais disons une perte de focus du message européen sur les questions multilatérales. Par ailleurs, il me semble que face aux différentes tendances qui a extrêmement bien, aux différentes évolutions qui a extrêmement bien décrites Manuel Lafont-Rapnouil, il me semble que la question principale qui se pose aujourd'hui aux Européens, s'ils veulent promouvoir le multilatéralisme, c'est justement leur capacité à ramener les acteurs au bord de la table, à table, et notamment ceux qui ne veulent pas, en tout cas dans un premier temps, d'une solution multilatérale. Et donc ça doit les obliger effectivement à penser leur place dans l'ordre international, également en termes de puissance, et donc de pouvoir réussir à trouver, disons, une place plus équilibrée, pas tellement pour changer le message de l'Europe sur l'ordre international, mais pour pouvoir se donner les moyens de le rendre viable et concret. Merci Edouard. Maya, est-ce qu'on peut voir ici une évolution très différente des États-Unis, qui étaient les fondateurs finalement de l'ordre international après la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui est-ce qu'on voit une autre dynamique aux États-Unis? Le point le plus important qui est une tendance qui se déploie vraiment à partir de la fin de la guerre froide, c'est que le Parti républicain, donc un des deux grands partis américains, devient un parti, enfin le courant, disons, souverainiste, pour utiliser des termes qu'on comprend dans le débat français, devient ascendant. Alors on peut aussi, sans entrer dans des jargons trop américanistes, mais on parle beaucoup du jacksonisme de Trump, de ce qui est devenu le Parti républicain avec Trump. Et donc c'est vraiment c'est un changement d'attitude en fait par rapport à toute l'architecture du système international, ce que je mentionnais dans la première conversation qu'on avait eue, c'est-à-dire il y a vraiment avec Trump l'idée, et c'est pas que lui, c'est son administration et le Parti républicain au pouvoir avec lui, l'idée que cet ordre international, cette architecture et le multilatéralisme qui la sous-tend ne sont plus bénéfiques, ne profitent plus aux intérêts américains, et que cette nouvelle ère de compétition stratégique, de compétition de puissance, dont Manuel parlait également dans la première conversation, qui est le constat de départ de la stratégie de sécurité nationale de 2017, ce nouveau fonctionnement demande une autre politique, un changement de l'attitude vis-à-vis de ces institutions internationales. Et voilà. Après, au-delà, sur encore une fois, qu'est-ce qui peut changer avec une administration démocrate? Qu'est-ce qui est vraiment un changement fondamental de l'attitude des États-Unis? Je pense que beaucoup va dépendre de l'évolution de la relation bilatérale entre les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce que la nouvelle administration veut faire de cette question chinoise? Parce qu'au-delà, en fait, se pose la question de comment est-ce qu'on définit finalement la sécurité nationale. C'est un débat qui est en cours, en tout cas qui est ouvert par la nouvelle équipe la nouvelle équipe de politique étrangère nommée par le président élu Biden, et en particulier, je caricature un peu, mais pour l'équipe Trump sortante, clairement, on a tout un appareil de sécurité nationale au sens large, c'est-à-dire Pentagone, département d'État, le militaire, la diplomatie, la politique économique. Tout cela doit être réorienté en fonction de la seule menace qui écrase toutes les autres, c'est-à-dire le défi chinois. Et là, on a une administration démocrate, en revanche, qui arrive en disant
qu'il faut revoir la définition de la sécurité nationale et des menaces, et qu'en réalité, les enjeux et les défis aujourd'hui sont beaucoup plus larges, que le premier défi existentiel pour les États-Unis, c'est le changement climatique, que les questions de santé globale sont très importantes également, que évidemment il y a aussi des relations de puissance à gérer avec des adversaires, des rivaux, tout ça doit être affiné. Donc évidemment l'outil militaire importe aussi, etc. Mais cette vision différente de la sécurité nationale et de ce qui doit être l'objet et l'objectif finalement de la politique étrangère donne une autre attitude vis-à-vis à la fois du multilatéralisme comme moyen, mais aussi plus largement du cadre de ces institutions internationales dans lesquelles la politique étrangère américaine doit, entre autres, déployer son action. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais voilà. Après, effectivement, comme chez Trump, dans l'administration Trump, il y avait peut-être une attitude plus radicale, plus brutale vis-à-vis de ces institutions, qu'il fallait soit ignorer complètement, ou alors quitter, ou éventuellement pulvériser. On sait qu'il a caressé certaines idées de quitter l'OTAN, ou même d'empêcher l'OMC de fonctionner. Du côté de l'administration Biden, il y a aussi quand même la volonté d'essayer de voir avec les autres pays comment est-ce qu'on peut réformer, adapter ces institutions internationales héritées de la Seconde Guerre mondiale, les adapter à un nouveau siècle, à des nouveaux défis. Et dans certains cas, Édouard parlait de l'importance des sujets économiques, mais aussi technologiques. Il y a des domaines dans lesquels il va peut-être falloir inventer de nouvelles institutions internationales. Merci beaucoup Maya, merci Emmanuel, merci Édouard.